Ok, donc nous avons la dernière fois, dans l'annexe du chapitre 2, commencé à présenter quelques interruptions qui sont utiles au TD et au TP. Alors, nous avons commencé, si vous vous rappelez très bien, par l'interruption la plus dominante et la plus présente, qui est à savoir l'interruption 21H, que nous avons appelée interruption système. Celle-ci, c'est une grande interruption, comme j'ai dit, une très grande interruption. On rentre avec la valeur de AH, parce qu'AH fournit qu'est-ce que je veux comme service ou bien qu'est-ce que je veux comme fonction. Et j'appelle l'interruption 21H. Vous avez juste à côté un exemple de cela, voyez-vous. Donc, dans AH, vous donnez qu'est-ce que vous voulez dans cette routine d'interruption 21H. Et j'appelle int 21H. Et donc, c'est seulement cette fonction qui va être exécutée et on sort, voyez-vous. Maintenant, si je fais AH égale 0,1, ça veut dire que je veux le service 0,1. Donc, le traitement du service 0,1 va se faire et immédiatement, je sors de la routine. Je ne rentre jamais dans la routine 21H pour faire plus d'une seule fonction. Donc, je l'appelle pour une fonction et je sors. OK? Et vous allez l'utiliser plusieurs fois. Donc, ça, c'est le détail Taha. Et j'ai donné ensuite quelques fonctions de l'interruption 21H. Ben, elle est très riche en fonctions. Je ne peux pas présenter toutes les fonctions, mais c'est juste pour vous donner un aperçu. Donc, je donne quelques fonctions. Maintenant, si je rentre dans la routine 21H avec la fonction 01H, c'est clair que là, je veux lire un caractère tapé au clavier avec écho. Avec écho, ça veut dire qu'il va être affiché. Et on a dit avec cette fonction-là, donc le processeur va suspendre l'exécution du programme jusqu'à ce que vous tapez une touche. Si vous ne tapez pas une touche, il ne va pas avancer dans le programme. La fonction AH02H, elle permet d'écrire un caractère sur l'écran à la position du curseur. AH05A, c'est une autre fonction qui permet d'imprimer un caractère. AH08H, c'est la même chose que 01A, c'est pour lire un caractère tapé au clavier, mais sans écho, ça veut dire sans que ce caractère ne soit affiché sur écran. La fonction AH09H, elle permet d'afficher une chaîne de caractères, pas un caractère, parce que AH02, c'est juste pour un caractère. Par contre, AH09H, elle permet d'afficher toute une chaîne de caractères. AH0AH, c'est une autre fonction. Celle-ci, elle permet de lire toute une chaîne de caractères. Donc, c'est pour lire une chaîne de caractères, pas un caractère. Parce que si je veux lire un caractère, je peux utiliser soit AH01H ou bien AH08H. Ça dépend avec écho ou sans écho. Mais la AH0AH, elle permet de lire toute une chaîne de caractères, bien sûr, qui va être terminée en tapant sur la touche retour chariot. Quand je fais entrer, donc, c'est cette chaîne de caractères qui va être saisie. Une autre fonction très importante, c'est AH25H. Celle-ci, elle permet d'installer un nouveau vecteur d'interruption. Si vous êtes développeur de routine d'interruption, eh ben, cette fonction vous permet d'installer un vecteur d'interruption pour la routine d'interruption que vous avez créée. AH2AH, elle permet de vous donner la date du système, et AH35H, elle permet de lire n'importe quel vecteur d'interruption. Donc, voilà quelques fonctions utiles que vous allez utiliser dans vos TP. Là, j'ai donné, si vous voulez, les détails de chaque fonction que j'ai donnée ici. Maintenant, AH01, c'est clair. Vous dites AH1 et vous appelez int21H. Immédiatement après, le processeur va suspendre l'exécution de ce programme-là jusqu'à ce que vous tapez une touche. Si vous ne tapez pas une touche, il n'avancera pas. Et comme retour, qu'est-ce que vous allez avoir? Une fois que vous revenez de int21H, quand l'utilisateur tape une touche, dans l'accumulateur AL, vous allez avoir le code ASCII du caractère que vous avez tapé. Donc, c'est le code ASCII du caractère que vous avez tapé, que vous pouvez tester, qu'est-ce que vous avez tapé, etc. H02H, comme j'ai dit, donc c'est pour écrire un caractère sur l'écran. Donc, dans DL, vous donnez le code ASCII de ce caractère en entrée.
Vous appelez ensuite AH02H, int21H, et ce caractère va être affiché et vous n'aurez rien au retour parce que vous avez demandé l'affichage d'un caractère. Vous m'arrêtez s'il vous plaît si vous avez des questions. Vous m'arrêtez si vous avez des questions. Bon, AH08H, que c'est comme la AH01H, sauf qu'il n'y a pas d'écho sur l'écran. C'est tout. Et donc, elle va suspendre l'exécution du programme jusqu'à ce que vous tapez une touche. Quand vous tapez une touche, donc le caractère va être dans AL, le code ASCII sera dans AL, et vous pouvez le tester si vous voulez, pour voir ce que l'utilisateur interprète. AH09H, que vous allez utiliser beaucoup en TP, elle permet d'afficher une chaîne de caractères. Donc, comment ça fonctionne? Dans DSDX, vous allez charger l'adresse du premier caractère de votre chaîne de caractères. Bien sûr, votre chaîne de caractères doit se terminer par quoi? Doit se terminer par le signe du $. Hein? C'est ça ce qui dit que c'est la fin de la chaîne de caractères. Et donc, cette chaîne, vous allez la charger dans le data segment et son adresse, vous devez la mettre dans DSDX. Vous dites AH09H pour dire que je veux afficher une chaîne de caractères et vous appelez int21H. Vous avez un exemple ici. Maintenant, voilà le data segment. Et dans le data segment, j'ai un message que je vais afficher. Ce message, c'est quoi? C'est bonjour Archie. Voyez-vous, ça se termine par signe du $. Et donc, vous appelez, voilà le code segment, donc CS, code, DS, data. Ça, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et là, vous voyez quoi? Donc, dans move AX, je fais seg message, ça veut dire parce que je veux dans DS envoyer l'adresse segment du message. Et dans DX, je fais l'offset du message parce que c'est ce qu'on me demande ici. Je fais move à H9 et int21H. Immédiatement, ma chaîne de caractères va être affichée à l'écran à la position du curseur. Okay? Donc, sur l'écran, je vais avoir bonjour Archie. C'est bon? Pas de questions? Vous avez une autre fonction AH01H que je vais passer très rapidement. Alors, ça, c'est pour lire une chaîne de caractères au clavier, taper au clavier. Donc, au lieu de lire un caractère, je peux lire toute une chaîne de caractères. Alors, la fonction, c'est 0AH. Alors, je prévois donc une zone dans mon data segment qui va recevoir ce message. Je prends son adresse. Alors, DSDX, adresse du premier octet de la chaîne. Alors, comment ça fonctionne? C'est un peu compliqué, c'est pour ça que je vais insister un peu sur ça. Alors, vous allez, la zone que vous déclarez dans le data segment, le premier octet TAHA, vous allez dire le maximum, vous autorisez combien au maximum de caractères qui peuvent être lus. Hein, donc, la première case mémoire de la zone que vous allez réserver, vous allez donner la taille de votre buffer, combien au maximum vous voulez recevoir. Au-delà de cela, donc, la fonction n'accepte plus de caractères. OK? Alors, la taille que vous donnez, la taille maximale, c'est compris également le caractère retour chariot quand vous faites entrer. OK? Même lui, il est comptabilisé dans cette taille maximale. Ensuite, dans DSDX plus 1, c'est-à-dire l'octet suivant de l'espace que vous avez réservé, une fois que vous faites rentrer la chaîne de caractères, donc vous allez avoir ici, c'est le processeur qui va mettre dans cette case mémoire-là, combien de caractères vous avez saisi, parce que la chaîne de caractères que vous allez saisir peut être de taille différente, à condition qu'elle ne dépasse pas la taille maximale que vous avez prévue ici. Donc, marra واحد, il tape 2 caractères dans sa chaîne, marra 40, etc. Donc ici, vous allez avoir la taille de la chaîne de caractères que vous avez saisie. Okay? Alors, cette taille, le caractère retour chariot n'est pas inclus. Okay? C'est juste les caractères effectifs qui ont été tapés. Et à partir de la case mémoire DSDX plus 2, vous allez avoir la chaîne que vous avez tapée. Hein? Alors, Y/C, ça veut dire y compris, hein? Y compris le caractère retour chariot. Voilà pour cette fonction. Et je continue. Ça, on l'a déjà discuté la dernière fois. Si vous êtes intéressé par la date du système,
Si vous êtes intéressé par la date du système, parfois c'est important. Vous faites AH2AH et vous appelez int21h. À ce moment-là, comme retour, l'interruption 21h, vous faites retourner dans CX l'année dans CX. Donc, ça peut aller de 1980 jusqu'à 2099. Dans DH, vous allez avoir le mois. Si c'est 1, c'est janvier. Si c'est 2, c'est février, etc. Et dans DL, on vous fait retourner donc, le jour, tout simplement. On vous fait retourner le jour. Alors, si maintenant je passe à la fonction AH25H, elle est très importante. Elle permet, comme j'ai dit, l'installation d'un nouveau vecteur d'interruption. Donc, en entrée, vous dites, je veux installer un nouveau vecteur d'interruption. Dans A1, donc, ça sera le numéro de l'interruption que vous désirez installer, le numéro du vecteur. Et dans DSDX, vous allez mettre l'adresse de la première instruction de votre routine d'interruption que vous supposez installer. Comme retour, vous n'aurez rien parce que votre vecteur sera installé. Si vous voulez lire un vecteur d'interruption, donc ce sera la fonction 35H. En entrée, vous dites AH35H pour dire quel est le vecteur que vous voulez lire un caractère, et dans L, c'est le numéro d'interruption. Comme retour, dans ESBX, vous allez avoir le contenu de ce vecteur d'interruption. Ça veut dire que dans BX, vous aurez le IP de cette routine, et dans ES, vous allez avoir le CS de cette routine. Alors, il y a une question. Alors, juste évitez-moi plusieurs lignes, parce que là, j'ai déjà une question qui fait 3 lignes. Ça va me perturber dans la présentation. Alors, si les données saisies au clavier sont des données numériques, on doit faire une conversion des données du format caractère au format numérique, effectivement. Alors, on continue, s'il vous plaît. Si vous voulez positionner votre curseur quelque part sur l'écran, donc vous avez une fonction ici. Vous dites AH2, BH0. Dans DH, vous donnez le numéro de la ligne de l'écran où vous voulez positionner votre curseur. Et dans DL, le numéro de la colonne où vous voulez positionner votre curseur. Et vous appelez l'interruption BIOS qui est INDICE-H. Si vous voulez effacer l'écran, parce que parfois l'écran est trop encombré, il y a beaucoup de choses, vous voulez l'effacer pour mettre de nouveaux résultats, par exemple, vous dites tout simplement Move AX3 Indice H et votre écran sera affiché. Sera effacé, pas affiché. Parfait. Ça, c'est ce que nous avons fait la dernière fois. Oui, allez-y, oui. Je vous écoute. C'est des instructions standards, elles ne changent pas pour chaque programme, c'est ça? Qu'est-ce qui est standard, Nord? Donc, par exemple, si on veut effacer un écran, on met directement Move AX3 int 10H. Exact. Vous faites Move AX3, parce que parfois dans un TP, vous utilisez l'écran plusieurs fois. Et donc, c'est pour mettre en évidence quelque chose, vous voulez effacer ce qu'il y a avant. Donc, vous dites Move AX3 Indice H et votre écran sera affiché. Le curseur va se positionner de nouveau au début du curseur de votre écran. Ça vous permet d'avoir un écran propre pour afficher un autre résultat, par exemple. OK? C'est moi. D'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? L'interruption 10H, c'est pas une interruption du système d'exploitation, c'est une interruption du BIOS. Donc, elle traite certain nombre de services tels qu'on a vu ici, par exemple, un console, qui positionne le curseur et un qui efface l'écran. Il y en a d'autres, bien sûr. Donc, je me limite avec ça, ce qui est intéressant pour le TP. Le reste, vous pouvez le chercher avec Google et vous allez voir ce que vous avez. Par contre, maintenant, je demande maintenant, s'il vous plaît, l'attention de tout le monde parce qu'il y a un TP où donc on va travailler ce que je vais présenter maintenant. Parce que ce que je vais présenter est quelque chose d'assez important et donc vous devez comprendre ça et me poser des questions s'il y a des questions. Je parle de l'interruption 1CH. وما أدراك ما l'interruption 1CH. وما أدراك ما l'interruption 1CH. Alors, quand on rentre ici, Madame Bouchen, les mails direct في الخزانة. OK?
quand on rentre ici, pas d'ému avec cette fonction-là, d'accord? Et bien sûr, tu dois expliquer ça aux étudiants pourquoi on ne peut plus travailler avec les mu quand il s'agit de ça. Donc, vous allez passer au turbo-assembleur avec ça. OK? Parfait. Alors, l'interruption 1CH, qui est une interruption très, très importante, très, très utilisée, notamment quand il s'agit de quantum de temps. Quand il s'agit de temps, quand je veux travailler avec le temps, le temps est très important pour moi. Et vous savez que l'informatique, il y a deux paramètres importants, c'est le temps et l'espace. Quand je dis le temps, c'est le temps, zaman. Quand je dis l'espace, c'est le stockage, donc c'est l'espace mémoire, etc. Donc, un des critères ou bien des choses que je cherche dans l'informatique, c'est la gestion du temps. Et donc, l'interruption 1CH est une interruption qui gère le temps. Je vais l'expliquer parce que vous allez l'utiliser en outrance. Hein. Donc, vous me suivez, vous me posez des questions. L'interruption 1CH, je vais l'expliquer. Alors, d'abord, avant d'arriver à l'interruption 1CH, laissez-moi vous montrer quelque chose. Ça ici, vous avez votre processeur. Vous avez votre processeur et bien sûr, il y a des branches ici. Et moi, ici, je ne suis intéressé que par les branches INTR, INTA bar, c'est-à-dire ce que je vais expliquer. Je suis intéressé par ces deux branches qui sont connectées au bus de contrôle, bien sûr. Alors, sur la branche INTR est connecté à un circuit qui s'appelle le timer. Donc, dans toutes nos machines, nous avons un circuit qu'on appelle le timer, ou bien en français, le temporisateur. OK? Temporisateur. Le timer s'occupe du temps. OK? Alors, le timer, c'est un circuit indépendant du processeur. Il envoie des requêtes sur la branche INTR. Le fait qu'il est connecté à une INTR, ça veut dire qu'il envoie des requêtes, des demandes d'interruption. Alors, il se trouve que le timer, lui, il envoie l'interruption numéro 8. C'est-à-dire, à chaque fois que le timer envoie une requête, ça sera la requête numéro 8. Ça veut dire l'interruption numéro 8. Le timer envoie la requête numéro 8, OK? Et le processeur répond si IF est égal à 1 par l'acquittement pour dire j'accepte. Alors, cette interruption numéro 8 qui est envoyée par le circuit qu'on appelle le timer, on a tous ce circuit-là. Le timer, il est périodique, il envoie des requêtes périodiques, ça veut dire يتعاود في الوقت. OK? Donc, alors, toutes les 55 millisecondes, le timer envoie une requête. Toutes les 55 millisecondes, il envoie une requête. OK? Et on va supposer que IF est égal à 1, ça veut dire que quand la requête est acceptée, qu'est-ce qui va se passer? Le processeur va passer à la routine d'interruption numéro 8 qui est là. Il va quitter le programme principal, il va passer dans la routine d'interruption. OK? Donc, cette routine d'interruption, la routine d'interruption numéro 8, elle est appelée toutes les 55 millisecondes. Bien sûr, si vous faites 1 sur 55 millisecondes, vous allez avoir la périodicité de cette requête. Ça veut dire, vous allez avoir, pas la périodicité, vous allez avoir la fréquence de cette requête. Si vous faites 1 sur 55 millisecondes, ça veut dire toutes les 18,2 fois, vous allez avoir une requête, ou bien, vous allez avoir 18,2 requêtes par seconde. Ça veut dire qu'une seconde, vous allez avoir 18,2 requêtes. Voilà, si je fais 1 sur 55, 55 millisecondes étant la périodicité. Chaque 55 millisecondes génère la requête qui est envoyée par le timer. Et si vous faites 1 sur 55 millisecondes, je suppose que je l'ai préparé ici, voilà, 1 sur 55 millisecondes, donc vous allez avoir 18,2 requêtes par seconde. Et ça, vous allez le programmer par la suite. Alors, vous avez le processeur ici qui je peux supposer qu'il était en train d'exécuter une tâche quelconque, ou le timer qui est là, toutes les 55 millisecondes, il va une requête. Ça veut dire que mon programme que le processeur était en train d'exécuter va être interrompu toutes les 55 millisecondes. OK? Ou bien, si vous voulez, 18,2 fois l'interruption par seconde. Où est-ce qu'il va aller, le processeur, quand il va suspendre votre programme, il va aller dans cette routine. La routine, qui est la routine 8. Alors, si je rentre dans le détail de la routine 8, qui est une routine système que je ne dois pas toucher, d'ailleurs, la routine 8, l'une des fonctions, c'est quoi?
c'est qu'elle fait le rafraîchissement de la mémoire dynamique. Toutes les 55 millisecondes, le processeur passe dans la routine 8 et il va faire le rafraîchissement de la mémoire dynamique. Parce qu'on sait que si on ne fait pas de rafraîchissement de la mémoire dynamique, on perd le contenu de la mémoire. Donc, toutes les 55 millisecondes, rafraîchissement de la mémoire dynamique. Mais, donc c'est une routine système que je ne dois pas modifier parce qu'elle a sa tâche. Par contre, si je rentre dans le détail de cette routine 8, qui est une routine système, en plus du rafraîchissement de la mémoire dynamique, je vois qu'il y a une instruction que j'ai mise ici en rouge, c'est int_nch. int_nch. Ça veut dire quoi? Toutes les 55 millisecondes, votre programme principal, votre programme que vous êtes en train d'exécuter, va être suspendu et le processeur va passer dans la routine 8. Il va commencer à exécuter le code de la 8, que j'ai dit c'est le rafraîchissement de la mémoire dynamique. Mais arrivé ici, il trouve une instruction un peu bizarre, int_nch. Alors, je rappelle que int_nch est une instruction d'interruption. Elle est logicielle. Ça veut dire quand elle vient, elle passe. Donc, à chaque fois que le processeur rencontre cette instruction, il va l'exécuter. Parce qu'elle ne dépend pas de IF. Les interruptions logicielles ne dépendent pas de IF. OK? Donc, le processeur va exécuter comme ça, mais arrivé ici, il est obligé de quitter momentanément la routine 8 pour passer dans la routine d'interruption NCH. Dans cette routine d'interruption NCH. Il va exécuter jusqu'à IRET, il revient ici pour continuer la 8 et sortir. Et ça se fait toutes les 55 millisecondes. Donc là, je le dis en rouge, en bleu. هذه c'est la routine d'interruption appelée toutes les 55 millisecondes grâce à ce fil-là qui va provoquer l'interruption numéro 8. Mais à l'intérieur ici, j'ai une imbrication parce qu'on quitte momentanément la 8 pour passer à une autre routine d'interruption. Donc, la routine qui est également appelée toutes les 55 millisecondes. Et elle est appelée toutes les 55 millisecondes. C'est-à-dire qu'un CH est également exécuté toutes les 55 millisecondes. Et comme un CH me fait passer dans une routine d'interruption, une autre routine HADI, donc HADI elle est exécutée toutes les 55 millisecondes. C'est très important ce que je dis. Donc HADI toutes les 55 millisecondes, ou HADI également toutes les 55 millisecondes. OK? Bien, alors Madame Bouchen, pour votre question, comment s'est fait le choix de 55 millisecondes? Ça, c'est la programmation du timer. Malheureusement, on n'a pas le temps. Donc, il y a un compteur dans le timer que je le programme, que le système programme pour me donner les 55 millisecondes. On n'a pas le temps de faire ça. Donc, on reste avec la valeur par défaut. Parfait. Donc, c'est fait. Alors, je le dis de nouveau, voilà, le code de la routine NCH est sans aucun intérêt, c'est-à-dire tel que le code est fait ici, dans votre système, il y a du code, mais il ne sert à rien. Il ne sert à rien. Alors, et donc, cette routine d'interruption qui est là, elle est prévue pour être déroutée. Ça veut dire quoi déroutée? Pour être exploitée dans mon programme. Donc, imaginez ici, je vais refuser le code qui est là, parce qu'il ne sert à rien, et je mettrai mon code à moi. Mon code à moi. Par exemple, j'écrirai une séquence qui dit vive Archie. Ça veut dire que vive Archie sera également exécuté toutes les 55 millisecondes. En d'autres termes, je peux dérouter la 8, ça veut dire que je peux lui faire changer de code. Et si je lui fais changer de code, je mettrai mon code ici. Donc, mon code sera exécuté toutes les 55 millisecondes. Pourquoi? Parce que ça vient de là. Vous voyez, c'est toutes les 55 millisecondes. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, s'il vous plaît? En tout cas, vous allez le travailler. Vous allez le travailler. Donc, la compréhension ici est importante. Pas de questions? OK, on continue, on avance. Alors, j'ai utilisé ici un nouveau terme que j'ai utilisé le mot déroutement. Que veut dire déroutement d'une interruption? Alors, on va voir. Alors, je vais définir qu'est-ce que c'est que déroutement d'une interruption. Alors, déroutement d'une interruption, c'est quoi? C'est tout simplement
Alors, le déroutement de l'interruption numéro 1 consiste à conserver le numéro d'interruption. Ça veut dire que pour cette interruption, je continue à utiliser toujours le même numéro n. Donc, je conserve l'adresse du vecteur, l'adresse, marche le contenu de l'adresse du vecteur, ça veut dire n et 4 fois n, mais je vais changer le contenu de ce vecteur. Je vais changer le contenu de ce vecteur. Donc, je vais changer le contenu du vecteur, donc le contenu de 4 fois n et 4 fois n plus 2. En d'autres termes, ceci consiste à conserver le numéro de l'interruption et changer son traitement. C'est ça, dérouter une interruption. Dérouter une interruption, c'est quoi? Par exemple, je veux dérouter l'interruption numéro n. Ceci veut dire que je dois conserver le numéro n, mais je modifie le contenu de ce vecteur-là. Et moi, je sais que le contenu d'un vecteur, c'est quoi? C'est l'adresse de début de la routine d'interruption numéro n. C'est ça le déroutement. Je vais l'illustrer à travers un exemple pour que ça devienne clair. Je vais illustrer donc c'est quoi le déroutement, le mécanisme de déroutement d'une interruption. Alors, supposez j'ai un programme principal, voilà, un programme principal. Le point, là où il y a les points, c'est du code qui ne m'intéresse pas dans l'explication. Et si je fais int48h, que va faire le processeur? Comme int48h est une interruption logicielle, donc il va l'exécuter, quelle que soit la valeur de IF. Donc, arrivé ici, le processeur suspend l'exécution du programme principal pour passer à la routine d'interruption. Il commence à l'exécuter jusqu'à IRET. Donc, s'il y a une instruction à l'intérieur add AXBX, maintenant, il va faire add AXBX. Arrivé à IRET, il revient ici, il continue. Il continue le programme. Donc, je vais supposer que c'est la routine d'interruption qui correspond à 48H qui est dans mon système. Maintenant, je vais faire un déroutement. Je veux que plus tard, quand je veux faire int48h, je veux plus que c'est cette routine qui était l'ancienne routine qui va être exécutée, mais je veux que ça soit ma nouvelle routine. Donc, pour le même numéro, je veux que c'est cette routine qui soit exécutée à la place de celle-ci. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc faire un déroutement. Et donc, le déroutement, c'est quoi? Voyez-vous, je vais utiliser l'interruption 25H. Je vais installer un nouveau vecteur d'interruption. Alors, move AX segment new, voyez-vous, c'est l'étiquette de la première instruction de ma nouvelle routine d'interruption. Donc, si je fais move AX segment new, je vais avoir l'adresse segment de cette routine que je cherche dans DS, parce que l'interruption 25H me demande d'utiliser dans DSDX l'adresse de la nouvelle routine d'interruption. Et dans DX, je fais quoi? Je fais l'offset new. Donc, je vais avoir l'offset de cette première instruction. OK? Donc, je viens de faire DSDX. Dans AH, je mettrai 25H parce que je vais appeler cette interruption, cette fonction 25H. Et je fais int21H. Le code qui est là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans le vecteur 48H. Il va modifier son contenu. Au lieu que son contenu va indiquer la première instruction ici, il va m'indiquer maintenant cette première instruction qui est là, ma nouvelle routine d'interruption. Et donc, de nouveau, si je fais int48h tel que je l'ai fait ici, int48, il ne va plus aller à l'ancienne routine d'interruption, car j'ai modifié le vecteur, mais il va venir à cette nouvelle routine d'interruption qui va l'exécuter. Donc, la routine a été exécutée avant le déroutement, et cette routine a été exécutée après le déroutement. OK? C'est ça le déroutement. Finalement, le déroutement, c'est quoi? C'est conserver le numéro du vecteur, mais changer le contenu du vecteur, de telle sorte que le contenu du vecteur, au lieu qu'il m'indique une ancienne routine d'interruption, il va m'indiquer une nouvelle routine d'interruption. Et donc, ça sera l'interruption, la fonction numéro 25H de l'interruption 21H. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais que peut-être ça pose quelques petits problèmes, mais c'est en me posant des questions que je pourrais vous aider à comprendre mieux ça. Alors, Amine, oui. Alors, s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez répéter le déroutement. OK. انتبه مقبل.
le déroutement, le principe du déroutement, c'est quoi? Le principe du déroutement, c'est que quand je vais appeler une certaine interruption, numéro 1, ça sera appelé la routine d'interruption qui est prévue, mais une autre routine d'interruption qui va être exécutée. En d'autres termes, je vais conserver le numéro du vecteur, mais je changerai le contenu du vecteur. Le contenu, on sait que le contenu d'un vecteur d'interruption, c'est quoi? C'est l'adresse de début d'une routine d'interruption. Donc, si je change le contenu du vecteur, donc au lieu d'aller sur l'ancienne routine, il va aller sur la nouvelle routine. Et l'exemple là, il est complet. Si vous le prévoyez bien, vous allez bien comprendre c'est quoi le déroulement. Voilà, j'ai une routine 48H qui était déjà prévue. Et donc, voyez-vous, quand je fais une 48H, il relie. Si je ندير لهنا int 48H يجي لهذه ويعاود يولي. Maintenant, je ne veux plus que c'est ce traitement qui va être exécuté, mais je veux que ce soit un autre traitement qui va être exécuté si je fais 48H. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais conserver le numéro 48H, mais je vais changer la routine d'interruption. Donc, comment je fais? Je vais appeler la fonction 25H. Qu'est-ce qu'elle me demande? Elle me demande tout simplement dans DSDX de mettre l'adresse de la routine d'interruption. Donc, alors, je viens ici, je prends la première instruction, dire là une petite étiquette. Les étiquettes sont gratuites. Et donc, je fais move AX segment new, ça veut dire que je prends l'adresse segment de cette routine. Mumkin que cette nouvelle routine n'est pas dans le même code segment qu'ici. Donc, je prends son adresse segment que je cherche dans DS et je prends l'offset de la première instruction, ça veut dire du début de la routine d'interruption, que je cherche dans DX. Je dis quel est le vecteur que je veux dérouter, c'est la 48H. Et dans H, je donne le numéro de la fonction qui permet le déroutement, l'installation d'un nouveau vecteur, et je fais int 21H. À partir de là, mon vecteur 48H n'est plus en train d'indiquer cette routine d'interruption, mais il est en train d'indiquer cette routine d'interruption-là. Et donc, si je fais de nouveau int 48H, il ne va plus aller à celle-ci, mais il va aller à celle-ci. Donc, je conserve le numéro, mais je change le traitement. C'est ça le déroutement. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question? Je suis perdu. Il y a des questions. Allah يبارك. Alors, خلينا نقدم شوية le chat pour mieux voir. Attendez. Je vais parce que on n'a pas encore ok. Et ça, j'ai répondu. Alors, Yuba, tu me dis, s'il vous plaît, monsieur, pour l'instruction CH, dans le déroutement, on met ce qu'on veut. Oui, on met le traitement qu'on veut. Ça dépend de شحال انت. مثلا شوف تحكم la routine NCH que tu veux dérouter. تكتب لداخل afficher vive archi. Eh ben, toutes les 55 millisecondes, vive archi sera exécuté et sera affiché. Tu mets un autre traitement. تكتب vive CRB, هي خسرت البارح CRB. Vive CRB, eh ben, tu auras toujours toutes les 55 millisecondes, vive CRB, tout simplement. Alors, j'espère que j'ai répondu à cette question. Alors, qu'est-ce qu'il y a également comme question? Alors, Amine qui revient, c'est clair, merci monsieur Sahid. Alors, l'habit. Le DS contient quoi dans cet exemple? DS, qu'est-ce qu'il contient? Il contient l'adresse segment, l'adresse du code segment où se trouve cette routine. Parce que cette nouvelle routine, pas forcément, elle est dans le même code segment que celui-là. Donc, quand je fais move avec segnew, je vais avoir l'adresse segment de cette nouvelle routine d'interruption. OK, alors, qu'est-ce qu'il y a également comme question? Alors, Zainab, alors, oui. Alors, monsieur, après le déroutement, on va perdre la routine essentielle ici. C'est une routine importante à ne pas modifier. OK, très bien, Zainab.
tu poses une question très, très importante. Alors, je ne sais pas si vous comprenez la question de Zineb. Malheureusement, elle a envoyé en privé. Et ouais, comme voudrait mieux le faire en public, parce que les gens voient la question elle-même. Alors, ce que dit Zineb ici, elle dit, si je fais ça directement, effectivement, je perds cette routine d'interruption. Okay, je perds cette routine. Et si après un certain temps, je veux revenir à celle-ci, je l'aurais perdue. Donc, l'idéal, c'est de faire quoi? D'aller sauvegarder l'adresse où se trouve cette routine avant de faire le déroutement. En bas, quand je décide d'arrêter le déroutement, je vais recharger dans le vecteur d'interruption l'adresse de début de cette routine d'interruption et les choses seront faites correctement. Donc, la question de Zineb est très importante. Et là, le déroutement n'est pas définitif. Ça veut dire que c'est juste pour un certain temps. Je passe de cette routine à celle-ci. En bas, je décide de revenir ici. À ce moment-là, il faut garder trace de celle-ci pour que je puisse revenir là. Alors, c'est quoi la trace? C'est d'aller sauvegarder l'adresse de début de cette routine quelque part. Mais si vous me suivez très bien, et c'est ce que vous allez faire justement en TP, si vous me suivez très bien, attendez, comment bouger les choses. Allez nous dire là. Alors, revenez à celle-ci, à cette fonction-là. Move AH35H, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait lecture d'un vecteur d'interruption. Elle fait lecture d'un vecteur d'interruption. Ça veut dire, je peux ici donner le numéro, numéro du vecteur, ici la fonction 35H, ici le numéro du vecteur, ici j'exécute une 21H, dans un SBX, je vais avoir l'adresse de début de la routine d'interruption. Donc, créez-le pour mon exemple de tout à l'heure, tu as 48H, on dirait là 35H, ici on dirait 48H, où j'appelle l'interruption 21H. Qu'est-ce qui va se passer? L'ancienne routine, l'ancien vecteur sera chargé ici. Donc, on خبيت à ce moment-là l'adresse, l'ancienne adresse de la routine d'interruption. En bas, je fais le déroutement. Je décide d'arrêter le déroutement et je vais recharger ce qu'il y a ici dans le vecteur 48H. Et je reviendrai à mon ancienne routine d'interruption. Donc, tu as raison. Avant de dérouter, si je dérouterai momentanément, je décide de revenir à la routine, il faudrait aller, avant de modifier le vecteur, il faut aller lire son contenu, le cacher quelque part, on peut le restaurer plus tard. Qu'est-ce qui me permet de faire ça? Voilà la fonction qui permet de lire un vecteur d'interruption avant de le modifier. J'espère que j'ai répondu à ta question aussi. Alors, si après le déroulement on va perdre... Ok, j'ai répondu. Alors, oui, ça s'appelle restauration. J'ai dit restaurer le vecteur. Ok, très bien. D'autres questions? Là, c'est bon? Ok, parfait. Donc, si vous n'avez plus de questions, donc je reviens là où j'étais. J'aurais terminé, si vous n'avez plus de questions, l'annexe du chapitre 2. Vous avez tous les outils pour le TP. Tous les outils concernant les interruptions pour le TP. Alors, pour la dernière fois, y a-t-il des questions sur ces outils-là? Pas de questions? Parfait. Très bien. Donc, le reste, donc, c'est entre TD et TP et peut-être quelques questions dans le sujet de l'examen concernant ça. Parce que, bien sûr, vous allez travailler le TP, vous allez rendre un rapport. Comme il n'y a pas de test de TP, donc, je prévois des questions dans l'examen sur le TP que vous rendez. C'est bon? Parfait. Donc, alors, نحبس le TP. Alors, Madame Bouchin me dit quoi? Tu fais ton TP avec les étudiants, on te remet les rapports, tu corriges les rapports. Moi, je dois m'assurer que le TP, c'est l'étudiant qui l'a fait. Et à ce moment-là, je me donne le droit, dans un examen, de poser quelques questions sur le TP. Voilà. C'est bon?
Pas de questions? On est ouvert, vous posez vos questions, s'il vous plaît. Vos questions, vous les posez. Je répondrai à toutes les questions. Parfait. Donc, s'il n'y a pas de questions, donc je ferme donc l'annexe du chapitre 2. Et donc, on va passer au chapitre 3. Où est le chapitre 3? Est-ce que j'ai oublié? Non, non. Non, on n'est pas allé voir le chapitre 3. Est-ce qu'il est ouvert ou n'est pas ouvert? Vous me donnez une minute, Parc, s'il vous plaît, j'arrange les choses. Donc, le chapitre 3, on a alors, c'est pas ça. Donc, alors, chapitre 3, je reviens ici. Je partage. Chapitre, le voilà. Chapitre 3. Parfait, voilà. Donc, on est maintenant sur un nouveau chapitre qui est le chapitre 3. Bon, le chapitre 3 s'intitule les entrées et sorties. Les entrées et sorties, telles que les interruptions, vous le voyez en Kurashi, vous le voyez en détail dans le Kurashi, mais vous le voyez également dans d'autres modules tels que le module système d'exploitation. Alors, je commence. Les entrées-sorties. Alors, c'est quoi une opération d'entrée-sortie d'abord? Alors, les opérations d'entrée-sortie permettent l'échange de données entre le microprocesseur et le périphérique. Donc, nous savons très bien que lorsque il y a un échange de données entre le microprocesseur et la mémoire, ceci se fait directement entre le processeur et la mémoire. Mais quand il s'agit d'échange de données entre le microprocesseur et les périphériques, ceci doit se faire à travers ce qu'on appelle des circuits d'interface. Okay? C'est à travers des circuits d'interface qui ont fait l'échange de données entre le microprocesseur et les périphériques. Et il n'y a jamais d'échange de données entre le microprocesseur et les périphériques directement. C'est toujours à travers des intermédiaires qu'on appelle les circuits d'interface. Parfois, dans certains cours, on appelle ça les contrôleurs d'entrée-sortie. On va les appeler les circuits d'interface d'entrée-sortie. Donc, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas d'échange de données directement entre le processeur et les périphériques. Ceci se fait à travers ce qu'on appelle des circuits d'interface. OK? Alors, circuit d'interface. J'essaie de présenter qu'est-ce que c'est qu'un circuit d'interface. Donc, il me semble que c'est clair. S'il y a un périphérique, lui ne se connecte pas directement avec le microprocesseur. Tous les périphériques, tels que clavier, écran, imprimante, etc., ne se connectent au processeur qu'à travers ce qu'on appelle des circuits d'interface. C'est des intermédiaires ou SATA entre le processeur et les périphériques. Alors, c'est quoi un circuit d'interface? Un circuit d'interface est un circuit intelligent et programmable. Donc, les circuits d'interface, ce sont des circuits intelligents et programmables. Il y a autant de circuits d'interface que de types de périphériques, ok? Chaque type de périphérique a son propre circuit d'interface. Alors, ce circuit d'interface, il est spécifique à un type particulier de périphérique, ok? Ça veut dire que si j'ai deux types de périphériques différents, je dois avoir deux circuits d'interface différents, ok? La fonction principale d'un circuit d'interface est de permettre l'échange de données. Donc, l'échange de données se fait à travers ce qu'on appelle des circuits d'interface entre le microprocesseur et les périphériques. Donc, sa fonction principale est de permettre l'échange de données entre le microprocesseur et un type de données de périphérique et aussi de contrôler ce transfert. Ce n'est pas seulement d'assurer le transfert, mais également de contrôler ce transfert. Je dirais tout à l'heure, c'est quoi contrôler un transfert. OK? C'est la même chose. Si moi, je suis le processeur et j'ai devant moi un chinois, un allemand, un français, un espagnol, il me faut des interprètes pour chacun d'eux. D'accord? Donc, l'interprète qui va interpréter au chinois n'est pas le même que celui qu'il va interpréter pour l'allemand. Donc, je vais avoir des circuits d'interface différents. Alors, si je parle maintenant, c'est clair, un circuit d'interface, il est présent, il fait
l'interfaçage entre le processeur et un type particulier de périphérique. Maintenant, si je parle des caractéristiques des circuits d'interface, chaque circuit d'interface, il est intelligent. Okay? Il est intelligent, comme je le dis ici. C'est quoi intelligent ici? Ceci implique qu'il a plusieurs modes de fonctionnement. Comment il peut travailler. Okay? Donc, il peut travailler sans interruption, avec interruption, etc. Donc, il est intelligent, je peux choisir comment il doit fonctionner. Et deuxième chose, deuxième caractéristique, chaque circuit d'interface, il est programmable. Ceci veut dire quoi? Ceci signifie que chacun des modes de fonctionnement qu'il peut utiliser, je peux donc l'obtenir par de simples instructions. Par programmation, je peux changer de mode de fonctionnement. Je n'aurai pas besoin de faire à souder ni d'outils pour faire changer de mode de fonctionnement un circuit d'interface. Seulement par programmation, donc par instruction, je peux lui faire changer de mode de fonctionnement. Donc, parce qu'il a plusieurs modes de fonctionnement, donc ça veut dire qu'il est intelligent, il peut travailler dans un mode comme il peut travailler dans d'autres modes. Et donc, ce changement de mode s'obtient seulement par programmation et donc il est programmable. Ça, donc, c'est les circuits d'interface. On avance. Laissez-moi vous rappeler un schéma que nous avons déjà vu, mais d'une autre manière. C'est la connexion du CPU avec les différentes entités qu'il y a dans une machine. Bien, alors si j'ai de la mémoire centrale, l'échange de données va se faire, comme on a l'habitude de le faire, à travers les trois bus, le bus de données, le bus d'adresse et le bus de contrôle. MC, c'est mon mémoire centrale. Maintenant, le processeur, en plus qu'il peut discuter avec la mémoire, il peut également discuter avec les périphériques, avec un clavier, par exemple, avec un écran, avec une imprimante, avec une bande magnétique, par exemple. Il peut discuter également avec ces. Mais c'est des périphériques. Et donc, nous avons dit que quand il s'agit de périphériques, il n'y a pas de connexion directe entre les périphériques et le processeur qui est là. Donc, chaque type de périphérique sera connecté au processeur à travers un circuit d'interface. Okay? Et donc, si ça, c'est le clavier et ça, c'est l'écran, comme c'est deux périphériques différents, il va y avoir deux circuits d'interface différents. Okay? Et chacun de ces circuits d'interface, il est quoi? Il est intelligent et programmable. Alors, parce qu'il est programmable, que les différents bus qui vont à la mémoire vont également envoyer au circuit d'interface. Ça veut dire que les circuits d'interface reçoivent également les mêmes bus. Voilà le bus de données, voilà le bus d'adresse, voilà le bus de contrôle. Tel que c'est connecté à la mémoire, c'est connecté au circuit d'interface parce qu'ils sont programmables. Ça, donc, c'est le principe général des connexions que nous avons dans une machine. Donc, alors, ce qu'on doit retenir, que le processeur peut, en plus qu'il discute avec la mémoire, il peut discuter avec le monde extérieur qui sont les périphériques, mais ceci se fait à travers des circuits d'interface qu'on appelle les contrôleurs d'entrée-sortie ou bien les circuits d'interface d'entrée-sortie qui sont intelligents et programmables. Voilà donc pour ce slide. Alors, on va rentrer maintenant dans le détail. Comment un circuit d'interface est vu par le microprocesseur? Comment il le voit, le processeur? Alors, ce que vous devez retenir, que le processeur, parce que chaque circuit d'interface, si vous voulez, c'est un circuit électronique. Hein? C'est un circuit électronique. Comment il est vu par le processeur? C'est ce que on essaie de discuter ici. Donc, le processeur voit un circuit d'interface ou bien un contrôleur d'interface comme étant un ensemble de registres appelés ports d'entrée-sortie. En anglais, c'est I/O ports. I/O, c'est pour dire Input, Output, Ports. Okay? Ça veut dire quoi? J'ai ici de la mémoire, donc vous voyez, elle est connectée aux trois bus, mais j'ai un périphérique ici également. Mais lui ne peut être connecté au processeur qu'à travers un circuit d'interface. Voilà le circuit d'interface. Ce circuit d'interface reçoit les mêmes bus qui vont aller à la mémoire. Alors, maintenant, comment le processeur voit le circuit d'interface?
Lui, il ne s'intéresse pas au nombre de transistors, bien du câblage. Il voit les circuits d'interface comme étant un ensemble de registres. Un ensemble de registres. Et ces registres, quand il s'agit d'un circuit d'interface, on les appelle les ports d'entrée-sortie. Hein? Les registres qui sont là, dans ce circuit-là, s'appellent les ports d'entrée-sortie, ou bien I/O ports. Okay? C'est ce que je dis ici. Le processeur voit un circuit d'interface comme étant un ensemble de registres appelés ports d'entrée-sortie. Okay? Alors, j'arrange un peu ce que j'ai sur l'écran. Non, c'est pas ça. Non, non. J'enlève ça. Alors, on continue, s'il vous plaît. Alors maintenant, en général, il existe 4 types de ports. En général, il existe 4 types de ports. Attendez, il y a une question de Yuba. Est-ce qu'il y a connexion entre mémoire centrale et I/O? Dans le cadre général, non. Il n'y a pas de connexion directe بيناتهم. Maintenant, si vous utilisez, je vais rentrer dans un peu de détails, mais إذا ما فهمتهاش c'est pas grave. En principe, entre la mémoire et les circuits d'interface, il n'y a pas de relation. Mais il y a un circuit spécial qui peut assurer cela, ce qu'on appelle le DMAC, le Direct Memory Access. Que si vous avez ce circuit qu'on appelle le DMAC, à ce moment-là, il peut assurer un transfert entre mémoire et périphérique. Oubliez ça si tu n'as pas compris ça. On va dire pour l'instant, ما كانش. Mais, comme j'ai dit, si je dispose d'un circuit qui s'appelle le DMAC, le Direct Memory Access Controller, oui, je peux avoir un transfert entre le périphérique et la mémoire. Si je n'ai pas ce circuit qu'on appelle le DMAC, donc je ne peux pas assurer ce transfert. OK. Alors, en général, il existe 4 types de ports. Le processeur voit le circuit d'interface d'un périphérique comme étant un ensemble de ports d'entrée-sortie. Alors, d'un point de vue classification académique, quand je dis classification académique, ça veut dire qu'elle peut être différente de la réalité, mais on se fait une classification académique. Que les ports, eux, je peux les voir comme étant 4 types de ports. Hein? Les ports d'entrée-sortie, je peux les classer comme étant 4 types de ports. Ça veut dire que 4 أنواع تاع les ports d'entrée-sortie. Mais ça reste une classification académique qui peut être un peu différente de la réalité. Alors, chaque port est caractérisé par une adresse et un contenu. OK? وش معنى هذا؟ هم les ports d'entrée-sortie. Chaque port dans le circuit d'interface, il est caractérisé par 2 choses. Une adresse, ça veut dire chaque port d'entrée-sortie a une adresse. Okay? ما عندوش un nom, عنده une adresse. Et que, contrairement au processeur, les registres عندهم des noms. Les circuits d'interface, chaque circuit d'interface se distingue, chaque port d'entrée-sortie se distingue de l'autre port d'entrée-sortie par une adresse d'entrée-sortie. Hein, c'est des adresses d'entrée-sortie. C'est pour ça qu'il y a le bus d'adresse qui est connecté. Voilà, le bus d'adresse. Voilà le bus d'adresse. Le bus d'adresse qui est connecté au circuit d'interface. Donc, chaque port d'entrée-sortie est caractérisé par une adresse et un contenu. Qu'est-ce qu'il contient? Et il est où? C'est-à-dire, il a quelle adresse, OK? Donc, les ports d'entrée-sortie sont caractérisés par 2 choses. Une adresse, qu'on appelle l'adresse d'entrée-sortie, et un contenu, ce qu'il va contenir. OK? Nous avons dit que en tant que classification académique, il y a 4 ports. 4 ports. Donc, quels sont ces 4 ports? Port d'entrée. Il y a un type de port qu'on appelle le port d'entrée. Alors, c'est quoi le port d'entrée? C'est le port ou le périphérique d'entrée, exemple le clavier, plus la donnée en vue d'être lue par le processeur. Ce port est à lecture. Alors, خلينا نفهمكم. Imaginez que le périphérique qui est là, c'est le clavier. C'est pour ça que c'est le clavier. Quand vous tapez sur une touche, le code ASCII de la touche va aller dans le port d'entrée. Va aller dans le port d'entrée. Chaque fois que vous tapez une touche, ça va aller dans le port d'entrée. Le code ASCII de la touche jusqu'à ce que le processeur vienne le lire à partir du port d'entrée.
Donc, le port d'entrée, c'est le port où le périphérique d'entrée, c'est-à-dire le périphérique qui envoie des données au processeur, place la donnée en vue d'être lue par le processeur. Donc, il y a un clavier ou un circuit d'interface du clavier. Quand vous tapez sur une touche là, sachez que le code de la touche que vous avez tapé me touche le processeur. Elle se met dans le port d'entrée, au-delà, jusqu'à ce que le processeur vienne la lire de là. Le port d'entrée. Donc, c'est un port à lecture. Le port d'entrée est un port de lecture. Le périphérique d'entrée place la donnée, le processeur يجي à la donnée. ويجيبها, tout simplement. Un autre type de port, c'est le port de sortie. Quand des circuits d'interface, on a des ports de sortie. وش معنى un port de sortie? C'est le port où le processeur place la donnée en vue d'être acheminé au périphérique de sortie. Exemple, ce port est à écriture. Maintenant, تخيلوا هذا البériphérique c'est un écran. تخيلوا c'est un écran. L'écran ne passe les données au processeur. L'écran reçoit les données du processeur pour être affiché. Donc, il y a un caractère que je veux afficher. Le processeur va envoyer la donnée au port de sortie. Le processeur va venir ici, va écrire le code du caractère que je veux afficher. Et le périphérique de sortie vient lire la donnée du port de sortie. Donc, un port de sortie, c'est un port que le processeur va écrire. Okay? C'est pour ça que je dis port de sortie, c'est le port où le processeur place la donnée en vue d'être acheminé au périphérique de sortie. Ce port est à écriture. OK? Bien sûr, un circuit d'interface peut ne pas avoir un port d'entrée et un port de sortie. En même temps, il y a un port d'entrée et un port de sortie. Parce que il est connecté à un type particulier de périphérique. D'autres ports, parce qu'on a parlé de 4 types de ports. Un autre type de port, c'est le port d'état. Il y a parmi les ports que j'ai ici, un port qui s'appelle un port d'état. Alors, où je mène le port d'état? C'est dans ce port où le processeur trouve tous les états du circuit d'interface. Il s'agit d'un port de lecture. Donc, aider le processeur veut savoir comment est en train de fonctionner ce circuit d'interface. Il y a un port d'état que le processeur vient lire pour être informé comment le circuit d'interface est en train de fonctionner. Donc, ce port d'état qui est là contient toutes les informations comment ce circuit d'interface est en train de fonctionner. Et si je veux savoir comment il est en train de fonctionner, ben, le processeur peut venir à ce port d'état qui est là, il le lit pour analyser comment il est en train de fonctionner. Donc, le port d'état, le processeur vient le lire. Donc, c'est un port à lecture. Et finalement, parce qu'on a dit qu'il y a 4 types de ports, un circuit d'interface a ce qu'on appelle un port de contrôle. Un port de contrôle. Alors, c'est quoi un port de contrôle? Donc, le circuit d'interface est programmé pour un mode de fonctionnement donné. On a dit qu'un circuit d'interface, il est intelligent. Il peut avoir plusieurs modes de fonctionnement. Comment il est en train de fonctionner, c'est selon comment je l'ai programmé pour fonctionner ainsi. Donc, la programmation du circuit d'interface pour fonctionner dans un certain mode de fonctionnement se fait dans le port de contrôle. Et le port de contrôle, c'est le processeur qui va l'écrire pour choisir un mode de fonctionnement. Donc, le port de contrôle est un port à écriture. Voilà, le circuit d'interface est programmé pour un mode de fonctionnement donné dans le port de contrôle. C'est un port d'écriture, ça veut dire que le processeur va écrire pour choisir un mode de fonctionnement. Je récapitule. Un circuit d'interface qui est spécifique à un type particulier de périphérique est vu par le microprocesseur comme étant un ensemble de registres. Ces registres-là s'appellent les ports d'entrée-sortie. Chaque port d'entrée-sortie est caractérisé par 2 choses. Une adresse, qu'on appelle l'adresse d'entrée-sortie, et un contenu, ça dépend qu'est-ce qu'il fait. Académiquement parlant, il y a 4 types de ports. Ça, c'est une classification académique qui peut être différente de la réalité. Dans 4 types de ports de contrôle, 4 types de ports. Alors, port d'entrée, c'est un port qui reçoit les données d'un circuit d'un périphérique
pour qu'elle soit lue par le processeur. Donc, le port d'entrée, c'est un port que le processeur lit. Le port de sortie, c'est un autre type de port qui va être connecté à un périphérique de sortie. Ça veut dire que s'il y a des données envoyées à un périphérique de sortie, le processeur va placer la donnée dans les ports de sortie que le périphérique va venir lire tout simplement. Donc, le port de sortie est un port que le processeur va écrire. On a un autre type de port qu'on appelle le port d'état. Lui, ce n'est pas pour les données, pour échanger les données. Lui, c'est le port d'état me permet d'avoir toutes les informations de fonctionnement d'un circuit d'Internet. Comment il est en train de fonctionner, si je suis intéressé par cela. Donc, il y a un port ici qu'on appelle le port d'état, que le processeur va venir lire pour être informé comment le circuit d'interface est en train de fonctionner. Donc, un port d'état, c'est un port que le processeur va lire pour s'informer comment le circuit d'interface fonctionne. Et finalement, il y a un autre type de port qu'on appelle le port de contrôle. C'est le port que le processeur va écrire pour choisir un mode de fonctionnement pour le circuit d'interface. Donc, le port de contrôle est un port que le processeur va écrire pour choisir un mode de fonctionnement. Voilà, je l'ai dit et je l'ai répété une deuxième fois. Si vous avez des questions, posez-moi des questions, s'il vous plaît. En tout cas, ce que je suis en train de dire, vous allez même le voir dans d'autres cours, notamment le système d'exploitation, cette année, l'année prochaine, etc. Alors, il y a une question de Yuba qui me dit, attends, il y a deux questions, il me semble. Alors, d'abord, de Mme Bouchen, elle me dit, et par quoi s'est assuré le contrôle de transfert? Comment ça, et par quoi est assuré le contrôle de transfert? Chaque circuit d'interface a un des modes de fonctionnement. C'est selon le mode de fonctionnement que vous avez utilisé, bien sûr, qu'il faudrait étudier le mode de fonctionnement d'un circuit d'interface pour savoir comment contrôler ce transfert. Alors, une question de Yuba. Vous pouvez nous donner un exemple de mode de fonctionnement? Oui, j'ai donné tout à l'heure, j'ai dit maintenant qu'un transfert de données peut se faire soit par des interruptions, chaque fois qu'il y a un transfert, il y a provocation d'interruption, comme on peut le faire sans interruption, ce qu'on appelle par polling, par questionnement du circuit d'interface. Est-ce que tu as envoyé la donnée précédente pour que je t'envoie une nouvelle donnée ou pas, ce qu'on appelle ça par polling. Donc, soit par interruption, ou à chaque fois que le circuit d'interface peut envoyer une donnée, il m'envoie une interruption, sinon sans interruption. Voilà des modes de fonctionnement que nous allons travailler par la suite. Nous allons les travailler par la suite. Alors, vous avez dit tout à l'heure, on explique après le contrôle du transfert. Je n'ai pas compris cette question. Je vous ai... Ah, ok, parfait, ça. Ok. C'est bon jusqu'à maintenant? Monsieur, Oui. monsieur, on trouve les 4 types de ports dans chaque circuit d'interface. Chauffe. Moi, j'ai utilisé le terme classification académique. Ok? Cette classification académique peut être différente de la réalité. Des choses un peu différentes. Mais مثلا نقدر نتخيلوا si mon circuit d'interface est connecté à un périphérique d'entrée, c'est-à-dire كيما الكلافي اللي يعرف برك يبعث لي دوني au processeur mais ne reçoit pas de données. تخيل عندك un périphérique لهنا مثلا clavier qui sait envoyer des données au processeur mais il ne reçoit pas, le clavier ne reçoit pas de données. Donc le circuit d'interface تاع هذا le périphérique ما يكونش عنده un port de sortie. يكون عنده غير port d'entrée لا parce qu'il n'envoie rien au périphérique. تخيل maintenant que c'est une imprimante. Donc son circuit d'interface ici. احنا نعرفوا que l'imprimante elle reçoit les données du processeur, n'est-ce pas? مش العكس. Donc si c'est une imprimante, le périphérique là c'est une imprimante. Circuit d'interface يكون له. Certainement ما يكونش فيه un port d'entrée. Parce que l'imprimante reçoit les données, elle n'envoie pas de données au processeur, mais comme c'est un port d'entrée, qu'on a un port de sortie. Okay? Donc maintenant, on rentre dans la spécification du périphérique et son circuit d'interface. Donc, ممكن ما يكونش عندهم في 4. Maintenant, si tu as un périphérique qui sait envoyer et recevoir, il va يكون فيه port d'entrée et port de sortie.
OK, c'est bon? OK, alors on continue, s'il vous plaît. On est d'accord, merci, monsieur. Zahid, Zahid. Alors, on continue. Oh, maintenant, on va parler un peu de type d'opération d'entrée-sortie. Alors, le type d'opération d'entrée-sortie, parfois je me tais parce que je lis le chat pour voir les questions. Un type d'opération d'entrée-sortie. Ce chapitre s'intitule les opérations d'entrée-sortie, n'est-ce pas? Donc, quand il s'agit d'opérations d'entrée-sortie, c'est pour échanger des données entre les périphériques et le processeur à travers les circuits d'interface, n'est-ce pas? Donc, quelles sont les opérations que je peux faire comme étant opérations d'entrée-sortie? Donc, on me dit ici, il existe deux types d'opérations. Qu'aimerait deux types d'opérations? Je parle des instructions pour faire des opérations d'entrée-sortie. Il n'y a que deux types d'opérations. C'est l'opération in et l'opération out. Hein, donc ça, c'est la syntaxe. In et out. C'est les mnémoniques. In, c'est pour lire un port. In, c'est pour lire un port. Seulement lire un port, ramener le contenu de ce port du circuit d'interface vers le processeur. Le slide précédent m'a dit que les ports que le processeur peut lire, c'est soit le port d'entrée, soit le port d'état. C'est des ports à lecture. Hein. Alors, si vous voulez, je reviens à ma charrière. Voilà les ports à lecture, port d'entrée et le port d'état. C'est des ports à écriture. Qui sont en bleu foncé. Donc, si je veux lire le port d'entrée, le processeur va faire in et va lire ce port qui est là. S'il veut lire le port d'état pour s'informer comment le circuit d'interface est en train de fonctionner, donc on va faire un in, parce que ces deux ports qui sont là, c'est des ports à lecture. Okay? Maintenant, l'autre opération, c'est out. Out, c'est pour l'écriture dans un port. Si je reviens toujours au slide précédent, les ports que je peux écrire, c'est soit le port de sortie ou bien le port de contrôle pour programmer le circuit d'interface. Ces deux-là sont des ports à écriture. Donc, les ports que je peux écrire, donc c'est soit le port de sortie, soit le port de contrôle appartenant au circuit d'interface. Et donc, si j'ai une information que je veux envoyer au port de sortie, je vais dire out. Si j'ai une information à envoyer au port de contrôle, je vais dire out. Vous voyez même le sens des flèches. Quand je fais in, je fais le sens de la flèche, que ce que je suis en train de lire va aller vers le processeur. Quand je fais out, il y a quelque chose dans le processeur que je vais envoyer soit dans le port de sortie, soit dans le port de contrôle. Donc, il y a deux types d'opérations seulement qui permettent l'échange de données ou bien d'informations entre le processeur et les circuits d'interface, à savoir in et out. In est utilisé pour le port d'entrée ou bien le port d'état, et out, c'est qui peut être utilisé soit pour le port de sortie ou bien le port de contrôle. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, s'il vous plaît? Ok, très bien. Alors, on avance. Alors, sachant que les deux seules opérations d'entrée-sortie, c'est in et out, on va maintenant rentrer dans les détails comment fonctionnent les instructions in et out. C'est les deux seules instructions que j'utilise quand il y a échange de données entre le processeur et le circuit d'interface. Donc, c'est clair. Quand il s'agit de la mémoire, le processeur échange des données avec la mémoire avec move. Quand il s'agit d'échange de données entre le processeur et le circuit d'interface, ça ne se fait pas avec move, ça se fait soit avec in, soit avec out. OK? Alors, on continue. Donc, alors, on va ici étudier donc, les instructions in et out. Voilà. Donc, étudier les instructions in et out. Alors, pour l'instruction in, voilà sa syntaxe. D'abord, que cette instruction in, elle peut avoir deux types d'écriture, soit une forme longue, soit une forme courte. Donc, l'instruction in, elle peut être écrite soit dans sa forme longue, soit dans sa forme courte. Alors, dans sa forme longue,
je peux transférer soit 8 bits, soit 16 bits. Soit 8 bits, soit 16 bits. Alors, si l'instruction in dans sa forme longue, et c'est pour transférer 8 bits, 1 byte, donc la syntaxe, c'est in à L par. In à L par. Si je fais in à L par, ceci permet d'aller transférer le contenu de ce port-là vers AL. OK? Voilà la description. Le contenu du port va être chargé dans AL. OK? Maintenant, comme si vous voulez un exemple, comment on fait ça? Je fais annotation. Je cherche annotation. Annotation. Je vais vous donner un exemple. Alors, si je prends ça, ici, pour Habit, si je fais in, je change de couleur, il me semble. Il faudrait que je change de couleur. Donc, si je fais in AN, maintenant 60H, comme ça. Alors, cette instruction, elle ne va pas charger dans AL 60H, mais elle va charger le contenu du port qui est à l'adresse 60H. Vous vous rappelez, tout à l'heure, j'ai dit un port est caractérisé par deux choses, par une adresse et un contenu. Si je fais donc in AN 60H, dans AN, va être chargé le contenu du port d'entrée-sortie qui a l'adresse 60H. OK? Donc, AL ne reçoit pas 60H, mais AL va recevoir quoi? Le contenu du port qui a l'adresse 60H. Est-ce que ça c'est clair, s'il vous plaît? AD, donc, ça répond à cette. Donc, c'est conforme à cette syntaxe qui est là. Et bien sûr, parce que c'est AL qui reçoit l'argument d'estimation. Donc, ce port qui est là, sa taille c'est 8 bits. Okay, la taille c'est 8 bits. Comme je peux avoir forme longue, mais un transfert 16 bits. Il y a un exemple ici également. Si quelqu'un fait in à x, maintenant pour 60h, c'est la même chose. C'est que AX ne reçoit pas 60H, mais il va recevoir le contenu du port 60H, mais un port 60H, son contenu c'est 8 bits, donc il va recevoir le contenu du port 60H et 61H. Donc vous voyez que si je fais un transfert sur 16 bits, si c'est AX qui reçoit, en réalité, c'est deux ports qui se suivent qui vont être chargés dans AX, le port 60H et le port 61H. Pourquoi? Parce que les circuits d'interface, 99,99%, la taille des ports c'est 8 bits. Donc, si c'est AX qui reçoit, donc certainement, c'est deux ports successifs qui vont être chargés dans AX. Parce que les ports, la taille est sur 8 bits. OK? Et là, transfert word, pourquoi? Parce que c'est AX qui reçoit. Ici, transfert byte, parce que c'est AX qui reçoit. Comme maintenant, je peux avoir, utiliser in dans sa forme courte. Si c'est dans sa forme courte, pour un transfert byte, je dirais in à n dx. خلينا نعطي comme un exemple pour que ça devienne clair. Si je dis move مثلا dx, alors 03 F8H. Et je dis, je viens ici, et si je dis maintenant N dx, hop, je ne sais pas ce que j'ai écrit, il a sauté. وهذا يشرح لي الكريستال. pourquoi الكريستال معليش نعاودها له n virgule dx. هذا ما تشوفوهاش هذا ملي
Alors ici, ça veut dire quoi? Dans ici, donc, quand je suis dans la forme courte, c'est toujours dx qui est utilisé. En faisant in AL dx, AL ne reçoit pas 0,3 F8H. D'ailleurs, il y a une compatibilité. Mais dx contient l'adresse du port. Et donc ici, c'est le contenu du port qui est chargé dans AL. Le contenu du port. C'est pour ça ici, vous voyez le contenu du contenu de dx. Ça veut dire que le contenu de dx, c'est l'adresse. Et le contenu du contenu, c'est le contenu du port qui va être chargé dans AL. Okay? Donc, il y a deux types d'écriture. Soit la forme courte, qui est là, en utilisant dx, ou bien la forme longue en utilisant l'adresse du port. Donc, j'utilise la forme longue, donc je cite l'adresse du port directement dans l'instruction. Dans la forme courte, l'adresse doit être d'abord chargée dans dx, ensuite je dis in AL dx. Alors, il y a une question, Yoba. Monsieur, il y a plusieurs ports du même type, dans une seule. Alors, monsieur, il y a plusieurs ports du même type. وش تقصد port de même type dans un circuit d'interface? Ça veut dire plusieurs ports d'entrée, vous voulez dire? Non. Voilà. Non. Non. Donc, soit vous avez un port de sortie, vous pouvez avoir un port de contrôle, des ports différents, mais pas du même type. OK? OK, alors je récapitule, s'il vous plaît. Nous avons seulement deux instructions pour faire les opérations d'entrée-sortie, soit in, soit out. Alors, je vais commencer par in. In, elle fait quoi? Elle ramène quelque chose du circuit d'interface vers le processeur, ok? Elle ramène quelque chose du processeur, du circuit d'interface vers le processeur. Alors, l'instruction in peut être écrite dans sa forme longue, et donc, si c'est dans sa forme longue, dans l'instruction, on cite l'adresse du port, carrément. Et ça dépend de la taille du transfert. Si c'est 8 bits, donc ce sera AN. Si c'est 16 bits, ce sera AX. Alors, si c'est 8 bits, donc comme les ports sont sur 8 bits, donc ce sera le contenu du port qui est chargé dans AN. Si c'est 16 bits, comme la taille d'un port c'est 8 bits, donc ça va être le port qui est dont on a donné son adresse et le port suivant. Voyez-vous, port et port plus 1 qui vont être chargés dans AX. Donc, le contenu du port et le contenu du port plus 1, chacun sur 8 bits, ça me fait 16 bits. Maintenant, si le transfert, je suis dans la forme courte, donc automatiquement l'adresse du port doit être d'abord chargée dans dx. On va voir les avantages et les inconvénients de cela. Et bien sûr, dans la forme courte, je peux avoir transfert byte, et donc c'est AL qui reçoit, bien transfert word, et donc c'est AX qui reçoit. Et je vais m'arrêter, donc نعطي برك تاع out ونحبسوا pas, c'est la même explication. Alors, l'instruction out fonctionne pratiquement de la même manière que in, sauf que out, sa philosophie c'est quoi? C'est d'envoyer une donnée, faire un transfert de données du processeur vers le circuit d'interface. Donc, j'attends que la destination va être le circuit d'interface et la source c'est le processeur. Donc, la même chose, out elle peut écrire soit dans sa forme longue, soit dans sa forme courte. Si c'est dans sa forme longue, donc c'est l'adresse du port qui est citée directement dans l'instruction. Si c'est dans sa forme courte, l'adresse doit être au préalable chargée dans dx. OK? Donc, dans la forme longue, je peux avoir un transfert byte comme je peux avoir un transfert word. Ça veut dire que je peux transférer soit 8 bits, soit 16 bits. Si c'est 8 bits, donc je vais dire out port AL. Ça veut dire prendre le contenu de AL et l'envoyer au port qui a cette adresse qui est là. Voilà l'explication. Prendre le contenu de AL, le charger dans le port qui a cette adresse qui est là. Si c'est 16 bits, bon, donc ça veut dire deux ports qui se suivent. Donc voilà un X qui est chargé dans port et port plus 1. Maintenant, si je fais la forme courte, donc l'adresse doit être chargée dans dx. Et là également, je peux avoir soit transfert byte, soit transfert word. Et vous avez l'explication juste à côté ici. Deux petites remarques.
Alors, port est une adresse je parle de cela. Port est une adresse d'entresage, c'est donc une constante sur 8 bits. Alors, si j'utilise port, cette adresse est sur 8 bits, allant de 00 jusqu'à FF. OK? C'est des adresses. Hein? Autre chose également, comme in et out, ce sont des instructions de transfert, et donc aucun flag n'est affecté pour les instructions in et out. Ça veut dire que le PSW, avant une instruction in ou bien avant une instruction out, restera inchangé après l'instruction in ou bien l'instruction out. Alors, il y a une question de Zainab. Alors, Zainab, qu'est-ce que tu me dis? Monsieur, le plus rapide, c'est la forme longue. Quand on va faire une comparaison, c'est prévu, nous allons voir quelle est la différence. Maintenant, si tu veux que j'anticipe avant le prochain slide, je vais vous dire la plus rapide, c'est laquelle. La plus rapide, c'est la forme courte, qui va être la plus rapide. C'est la forme courte. OK? Mais on laisse ça, si vous voulez, pour le prochain slide. Dans le prochain slide, le voilà, où je vais faire la notation. Voilà. Vous avez toute une comparaison ici, où, donc, vous voyez, je parle de temps d'exécution. Voilà la forme longue qui fait 10 cycles de machine, la forme courte de chaque instruction qui fait 8 cycles de machine. Donc, la forme courte est plus rapide que la forme longue, et vous pouvez aller au feuille des instructions pour voir ça. Mais attendez que la prochaine fois, je vais présenter le slide. Allez, je vais l'expliquer. On fera toute une étude comparative entre la forme longue et la forme courte pour les instructions in et out. On le fera la prochaine fois, Inch'Allah. OK. Alors, on va s'arrêter ici. Comme la dernière fois, donc il est quelle heure? Il est 11h10. On va reprendre à 11h30. 11h30, on va faire TD. OK? Voilà. Salam alaikum. 11h30, Inch'Allah. Je commence à